Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics dans la vidéo précédente, on va passer en revue les nouveautés à apparaître en avril 2023 chez les autres éditeurs français. Et pour rien changer, je suis toujours autant à la bourre, donc on va pas traîner. Comme d'habitude, pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site, et qu'il est mis à jour, et que je les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Chez Urban Comics, l'événement du mois, c'est la collection Chronicles qui passe la vitesse supérieure avec 3 nouveaux albums ce mois-ci. Le premier par ordre de parution, c'est celui consacré à la JSA, la Justice Society of America, le premier groupe réunissant les principaux héros de l'univers DC et dont les aventures paraissaient dans All Star Comics à partir de 1940. La série a eu son heure de gloire, mais suite à Crisis on Infinite Earth, DC est longtemps resté sans trop savoir quoi faire avec ses vieux personnages. On a eu droit à une paire de mini-séries et puis à un gros nettoyage par le vide au moment du crossover Zero Hour. Et il faudra attendre 1999 pour voir émerger une nouvelle Justice Society grâce au talent combiné de David Goyer et de James Robinson au scénario. Goyer qui sera plus tard rejoint par un petit jeune qui débutait à l'époque, Geoff Jones. À l'époque où Panini avait les droits sur DC en France, en 2007-2008, ils ont publié 2 gros volumes qui regroupaient au total les 24 premiers numéros de la série. Par contre, on trouvera dans ce JSA Chronicles, en plus des 5 premiers numéros de la série régulière, tous les one-shots parus peu avant et qui servaient de prologue à la série, avec au dessin des gens qui savent tenir un crayon du genre Michael Lark, Eduardo Barreto ou le vétéran Russ Heath. Je suis donc vraiment très content de retrouver cette série dans ce format, et il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que ça se vende, histoire qu'on ait droit à la suite assez vite. Et à la fin du mois, ce sont 2 volumes des Chronicles consacrés à Superman qui suivront. Là, on est sur l'année 1987, c'est-à-dire le redémarrage de tous les titres avec aux commandes John Byrne. Alors, le premier tome, qui contient également la mini-série Man of Steel, propose un sommaire qui est identique au tome 1 de Superman Man of Steel qui était paru en 2018 et qui était resté sans suite jusqu'à aujourd'hui. C'est dire quand même à quel point Urban croit vraiment au format Chronicles et espère qu'il permettra de poursuivre les séries concernées, là où, dans un format plus traditionnel, commercialement, ça n'a pas franchement fonctionné jusque-là. On devrait donc savoir relativement vite si le succès des précédents volumes parus dans cette collection tient à la présence dans ces pages de Batman, ou si c'est vraiment le format de la collection qui a attiré les lecteurs. Et encore une fois, je croise les doigts. Surtout que, pour les autres titres d'ici du mois, il n'y a pas grand-chose qui me fait frétiller d'envie. L'autre événement du mois, c'est la suite et la fin de Dark Crisis on Infinite Earths, orchestré par Joshua Williamson, un gros volume qui réunit les 4 derniers numéros de la mini-série, mais également une bonne demi-douzaine de tie-ins dont il est permis de douter que la plupart apportent grand-chose au récit principal. J'ai survolé le premier tome et j'y ai à peu près rien trouvé d'intéressant, donc cette suite et fin, elle continuera de se faire sans moi. Tout comme j'ai bien l'intention de faire l'impasse sur le nouveau tome des Batman One Bad Day. Celui-ci est consacré à Double Face et est signé Mariko Tamaki et Javier Fernandez. Alors, depuis le mois dernier, j'ai pu feuilleter le premier tome paru en mars, histoire de vérifier ce qui pouvait justifier un prix de vente de 15 € pour un album de 72 pages, et la réponse est rien du tout. Il n'y a pas un bonus, juste 2 pages de pub en fin de récit, circulé, il n'y a rien à voir. Autant d'habitude, je trouve qu'Urban fait du bien meilleur boulot sur le matériel DC que DC eux-mêmes, autant là, je trouve qu'ils se sont plantés et qu'ils sont allés trop vite. Parce que les éditions hardcover américaines qui sortiront à partir du mois de juin annoncent 16 pages de plus que ces éditions françaises, avec donc, on peut raisonnablement le penser, des bonus qu'on ne retrouvera pas ici. Ceci dit, même avec 16 pages de bonus, ça resterait trop cher en ce qui me concerne, mais à la limite, c'est défendable. Là, j'ai l'impression qu'ils ont piqué la grille tarifaire de Panini. Donc, One Bad Day en VF, ce sera définitivement sans moi. Je passe très vite sur le premier tome de DC Vampires par James Tynion IV, Matthew Rosenberg et au dessin Otto Schmidt. Après les héros DC contre les zombies dans DCeased, cette fois c'est les héros DC contre les vampires. En attendant, les héros DC contre des lapins mutants radioactifs. A priori, je m'en fous complètement et, à moins d'une foule de commentaires élogieux sur ce titre, j'ai pas l'intention d'y mettre le nez.
Terminons les sorties d'ici avec le tome 4 de Superman Infinite par Philip Kennedy Johnson et Riccardo Federici et qui vient conclure l'arc Warworld. Et c'était plutôt une bonne surprise. C'était à mon avis trop long, il y a quelques épisodes qui font vraiment du surplace, mais dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Espérons juste que Johnson tienne son récit jusqu'au bout et tout ira bien. Côté indé, Urban Comics met à l'honneur ce mois-ci Jeff Lemire avec pas moins de 4 titres au programme. Il y a d'abord l'intégrale Ascender, qui réunira donc en un seul volume et dans un format plus grand les 4 tomes précédemment parus en Urban Indies. Et ça me fait penser que ça fait des mois que j'ai promis une vidéo sur Descender et que je m'y suis toujours pas collé. Allez, promis, j'essaie de faire ça bientôt. Côté inédit, mais toujours dessiné par Dustin Nguyen, on aura le premier tome de Little Monsters, une histoire de vampires post-apocalyptiques avec des mômes vampires qui vivent entre eux dans les ruines d'une ancienne ville et qui vont redécouvrir leur véritable nature en tombant par hasard sur un humain. Côté dessin, c'est évidemment superbe, comme toujours avec Nguyen, avec ici en particulier une utilisation vraiment intéressante du noir et blanc, et côté scénario, on sort pas vraiment des thématiques habituelles de l'auteur, mais ces premiers épisodes sont assez réussis. Et je pense qu'on en reparlera plus en détail quand ce sera sorti. Et enfin, Jeff Lemire signe 2 autres albums, tous les 2 illustrés par Andrea Sorrentino, et tous les 2 sous-titrés Le mythe de l'ossuaire, Le passage et Des milliers de plumes noires. Le mythe de l'ossuaire, c'est en gros le nom d'une ligne et d'un univers partagé qui a vocation à accueillir les œuvres fantastiques que Lemire et Sorrentino réalisent ensemble. Bon, j'ai lu le passage et j'ai pas accroché. Le problème de mon point de vue, c'est que Lemire s'appuie énormément sur les expérimentations graphiques de Sorrentino, ce qui laisse assez peu de place à l'intrigue ou aux personnages et donne des choses qui, scénaristiquement, sont très nébuleuses. J'avais le même problème dans un registre plus science-fiction avec leur album Primordial, ou avec Gideon Falls que j'ai abandonné avant la fin. Si vous aimez le travail d'Andrea Sorrentino, ruez-vous dessus, vous n'allez pas être déçus. Les autres, par contre, je recommande la plus grande prudence. Toujours dans la collection Indies, un titre que je recommande en revanche sans aucune réserve, c'est Public Domain, écrit et dessiné par Chip Zdarsky. C'est l'histoire de la famille d'un dessinateur de comics légendaire qui a participé à la création d'un super-héros qui rapporte aujourd'hui des milliards à une grosse compagnie pendant que lui continue de vivre très modestement. Toute histoire ressemblant à celle-ci ne pouvant évidemment être que le fruit du plus grand des hasards. Public Domain, c'est à la fois une déclaration d'amour de la part de Zdarsky au monde des comics et un joyeux torpillage en règle de ce qui est devenu l'entertainment américain aujourd'hui. Et c'est aussi et surtout une histoire de famille très réussie. C'est pas larmoyant une seconde, au contraire c'est extrêmement enthousiasmant, et là, promis juré, on en reparle très vite plus en détail. Mais vous pouvez vous ruer dessus dès que ça sort, d'autant plus que le bouquin bénéficie d'un prix de lancement à 10€. Terminons les sorties urbaines avec le tome 3 de Grendel, la création de Matt Wagner, avec au sommaire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de lire, essentiellement les mini-séries God and the Devil, dessinées par John K. Snyder de Ford, et surtout Devil's Reign, dessiné par Tim Sale. Donc ouais, celui-là rejoint automatiquement ma liste d'achat du mois, et là aussi, il faudra que je trouve le temps d'en parler plus en détail dans une vidéo à part. Quittons à présent Urban Comics pour aller faire un tour du côté de chez Huggin et Munin, qui en avril passe la vitesse supérieure côté nouveauté. Le mois dernier, on avait eu le premier tome d'Ice Cream Man. En avril, on aura droit à 3 nouvelles séries. Commençons par un autre titre anthologique, comme Ice Cream Man, Silver Coin. Tous les épisodes sont dessinés par Michael Walsh, mais sont écrits par 5 scénaristes différents, avec par ordre d'apparition Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ed Brisson, Jeff Lemire et Michael Walsh lui-même. Toutes ces histoires ont en commun une pièce d'argent qui va passer de main en main et qui va avoir des conséquences parfaitement tragiques pour son malheureux propriétaire. Le point fort de la série, outre le bon boulot de Michael Walsh au dessin, c'est que on a des histoires très différentes les unes des autres, situées à différentes époques et qui chacune joue sur un registre différent de l'horreur. Le point faible, c'est que dans l'ensemble, les histoires sont sympas, mais franchement pas originales. On a l'impression d'avoir déjà lu ou vu tout ça ailleurs. Donc ouais, ça se laisse lire, c'est sympa, mais ça me paraît pas être un incontournable non plus. Je suis pas totalement convaincu non plus par Philadelphia, signé Rodney Barnes et Jason Shawn Alexander. Rodney Barnes, c'est un scénariste qui vient du monde de la télé, qui a bossé sur différentes séries télé et qui a fait, avant Philadelphia, quelques travaux chez Marvel.
De son côté, Jason Shawn Alexander, c'est un artiste qu'on a vu un peu partout depuis une bonne quinzaine d'années, que ce soit chez DC Comics, sur Hellboy ou sur ses propres créations. Et Killadelphia, c'est donc une histoire de vampires. Une de plus, vous allez me dire. Et c'est pas faux. Mais assez vite, le récit prend une ampleur qu'on n'attendait pas vraiment. Il y a pas mal de choses intéressantes dans Killadelphia. En particulier, tout le discours sur la société américaine qui sous-tend le récit. Et pourtant, j'ai pas vraiment trouvé ces premiers épisodes réussis. Il y a un gros problème côté scénario dans la façon dont Rodney Barnes gère la progression de l'intrigue, et en ce qui me concerne, assez vite tout ça fonctionne plus du tout. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, il y a des choses intéressantes là-dedans, et les planches de Jason Shawn Alexander sont dans l'ensemble assez superbes, mais niveau scénario, à mon avis, c'est pas à la hauteur. Troisième et dernier titre au programme chez Huggin et Munin, c'est Seven Sons, une mini-série écrite par Robert Wyndham et Kelvin Mao et dessinée par Jay Lee. Celle-là, je l'ai pas lue, mais j'avoue que j'en ai assez envie. C'est un récit assez étrange de premier abord, une espèce d'uchronie religieuse qui met en scène la parousie, autrement dit le retour sur Terre du Fils de Dieu, dans une Las Vegas transformée en une sorte de Nouvelle Jérusalem. A priori, c'est pas vraiment le genre d'histoire qui m'attire, sauf que, de ce que j'ai pu en voir, on a un récit vraiment intriguant, qui prend à contre-pied à peu près toutes les attentes qu'on peut avoir d'un pareil récit, et puis, bon, en plus, Jay Lee au dessin, quoi. Autant j'ai beaucoup de mal avec ces couvertures que je trouve glaciales, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose, ça fait un bon moment que j'ai rien vu de Jay Lee, mais là, dans les quelques pages que j'ai vues, j'y retrouve à peu près toutes les qualités que je trouve chez lui quasiment depuis ses débuts, il y a une petite trentaine d'années. Donc ouais, celui-là, il finira dans ma besace et je compte bien en reparler quand il sera paru. Chez Delcourt, on a tout un tas de choses extrêmement variées qui fait que tout le monde devrait y trouver son bonheur. Dans les choses sur lesquelles je vais faire l'impasse, il y a le deuxième tome de Red Room, Dead Peace Corps. J'en ai déjà un peu parlé au moment de la sortie du premier tome. Là, on dépasse la limite des horreurs physiques que je suis capable de supporter. J'aime beaucoup Ed Peace Corps, il fait vraiment partie des artistes actuels qui ont un style immédiatement reconnaissable et qui font évoluer les comics. Et de ce point de vue, Red Room a quelque chose qui est à la fois novateur et jusqu'au boutiste dans sa façon d'aborder le genre de l'horreur. Et même le discours de Peace Corps sur la violence spectacle est tout à fait pertinent. Mais, encore une fois, graphiquement, ça va trop loin pour moi. Je zappe également le tome 2 d'Avatar, Le Chant Céleste. Faudrait déjà que je me décide un de ces jours à regarder au moins le premier film. Je passe aussi sur le Spawn du mois, le tome 2 de King Spawn, écrit par Sean Lewis et dessiné par Ravi Fernandez. Je passe sur encore un tome 2, Solo Chemin Tracé, d'Oscar Martin et Alvaro Iglesias. Pourtant, dans le genre post-apocalyptique et fantasy animalière, c'est pas mal, mais j'ai jamais dépassé le tout premier volume paru. Et je passe enfin sur la réédition du 5e et avant-dernier tome du Fléau de Stephen King, toujours adapté par Roberto Aguirre Sacasa et Mike Perkins. Qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a enlevé tout ça ? Eh ben, il reste encore 2-3 trucs qui m'intéressent. Déjà, on a le 5e et dernier tome de Once and Future de Kieron Gillen et Dan Mora. Et ouais, le récit se termine ici, et franchement, c'était vraiment une bonne série, fun, rythmée, avec quelques belles surprises assez inattendues en cours de récit, et une manière intelligente et inventive de remettre en scène les personnages et les légendes de la table ronde dans un cadre contemporain. Et puis, on a aussi l'excellente prestation de Dan Mora d'un bout à l'autre de la série. Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien trouver le temps de revenir plus en détail sur cette série dans une prochaine vidéo. On verra bien si j'y arrive. Sorti également du tome 7 de Hellboy et BPRD, le retour d'Effie Cobb, avec au sommaire, si c'est bien le même que l'édition US, des récits dessinés par Zach Howard, Matt Smith, Tiernan Trevelyan et le toujours trop rare Adam Hughes, dont c'est la deuxième collaboration avec Mike Mignola sur l'univers de Hellboy, la précédente figurant dans le volume précédent. Et puis enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le 4e tome de Reckless, la dernière série en date d'Ed Brubaker et Sean Phillips, un 4e tome qui se focalise sur Anna, l'assistante d'Ethan Reckless, et que j'attends avec une certaine impatience. J'ai déjà consacré une vidéo à la série, je vous invite à aller y jeter un œil si vous ne connaissez pas. Reckless fait vraiment partie des toutes meilleures créations de Brubaker et Phillips, dans une œuvre qui manque pourtant pas de grande réussite. Et sinon, quoi d'autre d'intéressant chez les autres éditeurs ?
Chez Black River, sortie des 7 lames d'Evan Dougherty et Riccardo Mattina, une mini-série en 5 numéros parue chez Aftershock en 2021 et qui est un genre de sorte de suite aux 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Avec un D'Artagnan obligé de constituer une nouvelle équipe dans laquelle on va reconnaître tout un tas de noms très connus de l'histoire ou de la littérature pour affronter un cardinal de Richelieu qui s'est désormais reconverti en sorcier maléfique. Je sais pas ce que ça vaut côté scénario, mais l'idée sort plutôt de l'ordinaire, et au dessin, le travail de Riccardo Mattina est vraiment très chouette, donc je risque de me laisser tenter, et si ça vaut le coup, je vous ferai signe. Chez iComics, pas de Tortue Ninja ce mois-ci, mais du Rick et Morty, avec un album hors série intitulé Mondes à part. Bon, j'ai beau adorer le dessin animé, ce que j'ai lu de la version comics, c'est-à-dire le premier tome, m'a paru sans aucun intérêt, et depuis, j'y ai pas remis les pieds. Et en plus, à 19,95 l'album de 112 pages, iComics a visiblement décidé de se lâcher au niveau des prix, donc là, faut vraiment être très motivé et très très fan de Rick et Morty pour lire ça. Chez Delirium, sortie du 2e tome de Granville de Brian Talbot, Granville mon amour, qui poursuit les enquêtes de l'inspecteur LeBrock dans l'univers uchronique steampunk imaginé par Talbot. J'ai déjà dit tout le bien que je pense du premier tome dans une vidéo dédiée, il n'y a pas de raison que la suite soit moins réussie. Chez Comics Initiative, les Battlefields de Garfenis sortiront finalement en librairie début mai, mais en attendant, l'éditeur vient de lancer un nouveau financement participatif consacré à 2 œuvres de Barry Windsor Smith qui n'avaient jamais été publiées en France, Young Gods et Freebooters. Au moment où j'enregistre, le projet a démarré il y a quelques jours à peine et a déjà dépassé les 100%, mais c'est 2 œuvres que je conseille absolument et dont on parlera pas plus tard que dans le prochain Une semaine en comics. Chez Achilleos, l'intégrale Crime Suspense Stories qui devait sortir le mois dernier est maintenant annoncée pour la fin avril. Je reviens pas dessus, si ce n'est pour répéter encore une fois que ça fait partie des incontournables de l'histoire des comics. Terminons avec 404 éditions qui publie The Blue Flame, une mini-série en 10 numéros par Christopher Cantwell et Adam Gorham. L'histoire de Sam Browsam qui fait partie d'un groupe de vigilantes masquées qui combat le crime du côté de Milwaukee et qui va se retrouver sur un lit d'hôpital et qui, dans le même temps, va se retrouver à l'autre bout de l'univers face à un conseil extraterrestre qui va devoir convaincre de ne pas détruire la Terre. Est-ce que la Terre est vraiment menacée ou est-ce que Sam est juste au bord de péter définitivement les plombs ? Ou les deux, ou autre chose. Je trouve que Christopher Cantwell est un scénariste très inégal. Ça va du très bon comme Everything, déjà paru en France chez 404 éditions, et auquel j'ai consacré une vidéo, jusqu'au très pénible Iron Man qui vient de terminer chez Marvel. Mais on peut au moins lui reconnaître d'essayer des choses, même s'il les réussit pas toujours. Celui-ci, je l'ai lu et je le classe parmi ses réussites. Sous ses allures de récit super-héroïque, on a en fait une histoire intimiste assez touchante, qui brasse pas mal de thèmes tout en n'oubliant pas d'être divertissante. Promis, j'en parlerai plus en détail dans le courant du mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour revenir plus en détail sur certains des titres annoncés pour ce mois d'avril. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.